Chapitre 7. Cap sur Cérès. Lucky plissa les yeux. Son bras droit se crispa, réflexe instinctif pour attraper son désintégrateur, avant qu'il ne se rappelle qu'on lui avait confisqué. Il se reprit aussitôt, et quand il parla, sa voix était calme et maîtrisée. Le fils de qui? Je vois pas de quoi tu parles. Le retraité esquissa un sourire. Il se pencha légèrement et posa une main chaleureuse sur celle de Lucky presque désarmant. J'en suis sûr maintenant. J'ai bien connu Lawrence Starr. C'était mon ami. Un jour, il m'a sauvé la mise. Tu es son portrait craché, je ne peux pas me tromper. Lucky retira sa main d'un geste sec. C'est absurde. Cache ton identité, gamin. Je peux comprendre. Après tout, tu n'as aucune raison de me faire confiance. Je suis avec les pirates, c'est vrai. Il marqua une pause avant de reprendre plus sérieux. Mais écoute bien, ces types sont très organisés. Ils ont des ressources. Peut-être que ça prendra quelques jours, voire quelques semaines, mais ils découvriront qui tu es. Et crois-moi, Hunton t'as déjà dans le collimateur. Si tu as menti, ils le sauront. Et ce jour-là, tu n'auras plus aucune chance de sortie. Alors pars, tant que tu as encore l'occasion. Lucky le fixa un instant, les bras croisés. Si j'étais vraiment celui que tu crois, grand-père, tu es conscient que tu prends un gros risque en m'aidant, pas vrai? Parce que j'imagine que tu vas proposer que j'utilise ton vaisseau. Exact. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire quand les pirates reviendront? Le retraité plongea son regard dans le sien. Je ne serai plus là. Comprends-tu maintenant? Je viens avec toi. Lucky haussa un sourcil. Et donc, t'abandonnes tout ce que tu as ici, comme ça? L'homme prit une seconde avant de soupirer. Oui, ce n'est pas facile, mais j'aurai jamais meilleure occasion de sauver ma... Il planta ses yeux dans ceux de Luc. Tu ne dois pas être n'importe qui, j'en suis sûr. Probablement un agent du conseil scientifique en mission secrète. Tu peux m'avoir un programme de protection des témoins, m'éviter des problèmes avec la Terre et avec les pirates. En échange, je donnerai tout ce que je sais. Il laissa alors passer un silence avant d'ajouter. Et donc, marché conclu. Lucky le fixa encore un instant, puis demanda. Où est le vaisseau? L'engin n'était pas bien grand. Ils prirent un peu de temps pour s'y glisser et s'y installer presque maladroitement. Une fois les affichages activés, une carte visiblement obsolète apparut. On peut voir ses restes d'ici demanda Lucky. Oui, tu saurais la reconnaître sans problème? Évidemment. Bon, alors on y va. À peine les moteurs ronronnèrent-ils que la porte extérieure du sas s'ouvrit en douceur. Le vaisseau avait assez de carburant et de provisions pour le voyage. Il décolla sans à-coups, lancé dans l'espace avec cette fluidité propre à l'impesanteur. À travers le hublot, Lucky jeta un dernier regard à l'astéroïde de Hansen. Il repéra la petite vallée qui servait de décharge, la ferraille contrastant fortement avec la couleur charbon des roches de l'astéroïde, avant de disparaître dans la zone d'ombre. Alors, dis-moi, c'est bien le fils de Loren Sarr, pas vrai? Lucky venait d'apercevoir un désintégrateur. Il vérifia qu'il était chargé, puis le fixa à sa ceinture avant de répondre. Mon nom, c'est David Starr, mais tout le monde m'appelle Lucky. Cérès, la planète naine de la ceinture principale, affichait un diamètre d'environ 1000 kilomètres, soit 4 fois plus que la Lune. Sa gravité, à peine 2% de celle de la Terre, faisait qu'une personne de 80 kilos ne pesait plus que 2 kilos. Marcher sur son sol gelé donnait l'impression d'évoluer sur une immense boule de glace, prête à vous projeter dans le vide au moindre faux pas. Bien qu'elle ait brièvement partagé le statut de planète avec Pallas, Junon et Vesta, Cérès avait bien le statut de planète naine au sens astronomique. Contrairement aux autres innombrables blocs rocheux de la ceinture d'astéroïdes, elle possédait une masse suffisante pour s'être arrondie sous l'effet de sa propre gravité. À elle seule, elle représentait environ un tiers de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes. Sa surface grise rappelait celle de la Lune, mais leur ressemblance s'arrêtait là. Là où notre satellite était issu d'une collision ancienne entre l'ancienne Terre et un corps de la taille de Mars, Theia, Cérès était né bien plus loin, au-delà de Jupiter, avant de migrer vers sa position actuelle. Sa composition était bien plus riche en eau, en composés organiques et en métaux. Son épaisse couche de glace, d'une centaine de kilomètres sous la surface, en faisait une cible précieuse pour l'exploitation spatiale. L'eau, une ressource vitale, servait non seulement à la consommation et à l'oxygénation des ceinturiens, mais aussi à la production de carburant sous la forme d'ergols à base d'hydrogène, d'oxygène et d'électricité. Autrefois un simple point lumineux parmi tant d'autres, Cérès était devenu une escale incontournable des routes spatiales. La poisse, qui n'avait déjà pas bien adopté toutes les astuces de la Lune, n'appréciait pas du tout se sentir légère comme une plume. Les structures étaient très semblables aux habitats lunaires, mais comme les ceinturiens venaient plus souvent d'environnements en microgravité que les habitants de la Lune, Cérès possédait encore moins d'endroits à gravité compensée. Elle avait enfilé ses semelles magnétiques,
Mais même avec toute l'organisation bien maîtrisée des ceinturiens, elle ne pesait qu'un ridicule kilo et menaçait de décoller au moindre mouvement brusque en dehors des circuits magnétiques placés au sol. Cela faisait plusieurs jours qu'elle traînait sur Cérès avec Henry et Conway, dans l'attente d'un signal de Lucky. Les deux seigneurs désespérés de recevoir des nouvelles rassurantes, persuadés qu'il avait déjà fini en poussière d'étoiles entre les mains des pirates. La poisse, elle, ne s'inquiétait absolument pas. Lucky était un dur à cuire, il allait s'en sortir comme toujours. Quand son message arriva enfin, elle éclata de rire, un mélange d'excitation et de soulagement qu'elle n'aurait jamais admis à voix haute. Elle était assise sur un rocher givré, contemplant le dôme de l'observatoire du centre de l'agence planétaire à l'horizon, l'un des plus performants de tout l'Empire terrien. Et pour cause, ici au beau milieu des gros cailloux qui peuvent devenir potentiellement dangereux, Cérès était un poste stratégique, idéal pour l'action et l'observation. Bien sûr, les agents du DART patrouillaient à travers toute la ceinture d'astéroïdes principales, et même dans le groupe des Troyens, les astéroïdes capturés par Jupiter, et aussi dans toutes les zones stratégiques pour réagir rapidement. Cérès était vraiment la base parfaite. Une quasi-planète, donc ronde, mais accompagnée de plusieurs cailloux sur la même orbite. Elle possède une croûte riche en glace et en sel, un manteau de glace d'eau similaire à celui des lunes glacées comme Europe, et un noyau rocheux rappelant celui de Mars, bien que moins dense et différencié, avec des matériaux plus lourds, des roches, concentrées au centre, tandis que la glace et les matériaux plus légers formaient des couches extérieures. Pas d'air, pas de gravité digne de ce nom, une température quasi constante grâce à rotation rapide de 9 heures, et surtout, suffisamment développée pour supporter les allées et venues de tous les ceinturiens. En relation étroite avec Mars, elle faisait partie du réseau interplanétaire. Encore heureux, puisque c'était le bras armé de la défense planétaire, garant de la sécurité de tous les corps habités dont font bien entendu partie toutes les planètes. Ici, le centre de l'Agence de défense planétaire surveillait tous les objets du système solaire inventoriés au MPC, le centre de planètes mineures, dont les caractéristiques et les trajectoires sont toutes identifiées grâce au réseau Lucie et LISA, Laser Interferometer Space Antenna, capable de détecter les émissions électromagnétiques, c'est-à-dire lumineuses, ainsi que les ondes gravitationnelles dans tout le système solaire. Dès qu'un seuil de risque d'impact de 1% était atteint pour un objet supérieur à 10 mètres, l'alerte était donnée au comité de pilotage du réseau interplanétaire d'alerte des astéroïdes qui coordonnait l'action interplanétaire des observations et permettait de prévenir les risques. Tous les vaisseaux et les systèmes de télescopes en tout genre étaient amenés à observer immédiatement l'objet et une notification était envoyée à tous ceux qui utilisaient ce genre d'instrument pour autoriser la participation à la précision de la prévision. La coordination était immédiate, efficace et très réactive, et c'était le groupe de travail qui réunissait les agences interplanétaires qui déciderait de la réaction coordonnée finale, que ce soit l'inaction ou la déviation d'un certain ordre. Les calculs de probabilité allaient mobiliser les plus gros serveurs des grands centres à travers toutes les planètes. Cérès, dans ce cas, y était incluse, histoire d'effectuer des calculs indépendants. Les algorithmes déterminant ces seuils de risque étaient en open source, c'est-à-dire à disposition de chaque centre de calcul, de chaque concitoyen de l'Empire terrestre, pour que tout le monde puisse proposer des améliorations. La méthode était si bien rodée que les innovations majeures avaient déjà été découvertes et les techniciens se concentraient désormais à affiner certains paramètres et à comparer les diverses approches, chaque différente méthode de calcul ayant ses propres points forts et points faibles. Un travail loin d'être négligeable. Les méthodes de calcul s'apparentaient à celles utilisées pour les prévisions météo et les conditions de départ ne sont jamais assez précises pour donner une fiabilité à long terme. C'est le fameux effet papillon qui demandait de déployer toute cette organisation en cas de risque de collision supérieur à 1%. La poisse regagna la salle de contrôle. Elle adorait errer dans les lieux interdits au public, avec les accès illimités que lui avait confiés le docteur Conway. Trois techniciens s'affairaient énergiquement autour de multiples écrans remplis de lignes de code de toutes les couleurs, coordonnant leurs modifications jusqu'à affiner les informations d'une image d'un astéroïde ou d'un autre. Les grands panneaux d'alerte restaient ouverts, signalant qu'aucun danger de collision n'était prévu. Cela permettait aux techniciens de tester ou d'améliorer les algorithmes de détection des astéroïdes potentiellement dangereux. Et c'est quoi ce foutoir alors? Avait-elle demandé perplexe en observant les lignes de code sur les écrans de contrôle. C'est du travail de développeur pour la défense planétaire, avaient répondu les astronomes amusés. Mais occupe-toi plutôt de profiter de la vue. Le télescope s'orienta vers Saturne et ajusta la mise au point. La poisse laissa échapper un sifflement émerveillé. Saturne! Une sphère massive, ses anneaux scintillants comme un disque de lumière tranché dans le néant. Une dizaine de ces 150 lunes, pas plus grosses que des billes, étaient nettement visibles. Sauf Titan, bien sûr, la plus grosse de ces lunes qui faisait office de diamant se détachant de l'anneau.
La poisse était restée scotchée un moment, fascinée, avant de vouloir faire tourner la planète pour la regarder sous un autre angle. Mais l'image n'était pas un hologramme et ne reflétait que ce que voyait réellement le télescope. Elle resta donc figée. C'est pas une modélisation, lui avait-on expliqué. C'est la réalité de la recherche, ça bougera pas. En coupant les chemins magnétiques, elle s'était placée devant la vitre, scrutant Saturne à l'œil nu. Juste un point blanc, plus brillant que les étoiles, mais 2 fois plus éclatant que vu depuis la Terre. Puis soudain, une voix forte résonna dans la salle de contrôle. Eh, dégage, moustique, il y a un vaisseau qui approche. La poisse sursauta, ce qui suffit à la propulser dans les airs. Elle hurla furieuse. C'est qui que tu appelles moustique, là? Elle entendit des rires derrière elle. Bah alors, moustique, c'est quoi les tarifs pour les cours de vol? La poisse commençait à ralentir son ascension avant d'entamer sa redescente. Viens là que je t'explose la tronche. C'est quoi le nom du crétin à qui je vais devoir refaire le portrait dès mon retour? Elle atteignit enfin le sommet de sa parabole et amorça sa redescente en douceur. Ah, parce que tu crois vraiment pouvoir atteindre mon menton, répliqua l'autre, toujours aussi moqueur. Le menton d'un crétin qui sait même pas trigonaliser une matrice correctement, ça vole pas bien haut. Quand il y a une valeur propre double et que la dimension de son espace propre ne l'est pas, on ne diagonalise pas, tocard. Explosa la poisse avant de toucher le sol et reprendre son équilibre, les poings serrés. Oh merde, Max, regarde, elle a raison, ton déterminant est nul, dit la collègue de Max. La poisse bouillonnait, prête à sauter sur ce fameux Max. Mais un vaisseau apparut à l'horizon. Elle se précipita vers les pistes, enchaînant au mieux les pas le long du chemin magnétique, cherchant à garder son équilibre tout en évaluant le sas exact auprès duquel l'engin allait se poser. Il atterrit en douceur sur l'astéroïde, et quand la porte du sas s'ouvrit, la poisse éclata de joie en apercevant la silhouette familière de Lucky. En une seconde, elle se rua vers lui, et les deux s'écrasèrent dans une accolade enthousiaste. Conway et Henry, plus réservés, mais tout aussi chaleureux, se contentèrent de serrer la main de Lucky avec une force presque désespérée, comme pour s'assurer que sa présence était bien réelle. Lucky rit. Et là, laissez-moi me poser un peu, il n'y a pas d'urgence. Vous vous attendiez pas à me revoir ou quoi? Tu aurais dû nous prévenir avant de foncer dans ce genre de folie, dit Conway sur un ton grave. Sûrement pas, vous m'auriez empêché de tenter ma chance. Tu es allé trop loin cette fois, Lucky. Je pourrais te suspendre pour insubordination, te révoquer et te virer du conseil, gronda Conway. Alors, vous choisissez quoi? Rien de tout ça, petit insensé, mais je n'exclus pas l'idée de te ramener sur Terre à coups de pied au cul. Lucky fit un pas vers le docteur Conway. Mais oncle Hector va prendre ma défense, n'est-ce pas? Franchement, je prendrai plutôt le relais quand son pied sera fatigué, répondit Henry songeur. Bon, bon, ça va, ça ne se reproduira plus, dit Lucky en baissant la tête et en levant les deux mains en signe de défaite. Je vous promets de ne plus modifier les plans dans votre dos. Mais attendez, je dois vous présenter quelqu'un. Hansen était resté en retrait jusqu'à présent, manifestement diverti par l'effusion des retrouvailles. Les deux responsables du conseil, trop absorbés par l'arrivée de Lucky Starr, n'avaient même pas remarqué sa présence. Dr Conway, Dr Henry, voici Monsieur Joseph Hansen. C'est grâce à son vaisseau que je suis de retour. Il m'a vraiment été d'une grande aide, annonça Lucky. Le vieux retraité serra fermement les mains des deux scientifiques. Vous ne vous êtes sûrement jamais croisés, dit Lucky. Le retraité fit non de la tête. Ce sont des membres influents du conseil scientifique. Je vous propose de vous poser un peu, de manger et de vous reposer. Après ça, ils vous recevront et trouveront sûrement un moyen de vous aider. 1 heure plus tard, Lucky retrouva les deux membres du conseil visiblement préoccupés. Le docteur Henry ajustait la pile santé de son hyperlink en écoutant Lucky raconter ses aventures. La poisse était au courant de ce que tu comptais faire demanda-t-il enfin. Je lui ai donné que quelques informations rapides. Et elle ne t'a pas fait exploser la tête pour ne pas l'avoir inclus dans ton plan? Non, mais elle n'était pas vraiment contente, admit Lucky. Conway, pour sa part, n'était pas d'humeur à plaisanter. Un faisceau syralien, hein grogna-t-il. Sans aucun doute, confirma Lucky. Au moins ça, c'est clair. Oui, mais ça ne justifie pas le risque que tu as pris, trancha Conway. Ce qui m'inquiète le plus, c'est autre chose. On sait maintenant que l'organisation syralienne a infiltré le conseil. Je suis d'accord, ça me semble évident et ça ne me plaît pas non plus, approuva Henry. Qu'est-ce qui vous fait dire ça interrogea Lucky. Mais par la galaxie, c'est évident, s'écria Conway. Bon, la construction de l'Atlas a demandé un paquet de main-d'œuvre, et même avec toutes les précautions possibles, c'est difficile d'éviter les fuites. Mais les pirates savaient que l'engin était piégé. Comment? Seuls quelques membres du conseil étaient au courant. Il y a clairement un traître parmi nous, ajouta-t-il en hochant la tête. Ah, je crois pas que ce soit aussi dramatique que vous le pensez, répondit Luke. Ah, vraiment? lança Conway, un sourcil levé. Oui, vraiment, parce que je sais qui a balancé l'info à l'ambassade syralienne, c'est moi.